Dans cet exercice, on se place dans un espace vectoriel euclidien de dimension n, on se donne une base orthonormée de cet espace, E1, E2, En, et on se donne aussi une famille de vecteurs, U1, U2, Un, famille de vecteurs de E. On souhaite démontrer que pour tout scalaire lambda 1, etc., lambda n, des scalaires, donc des nombres réels, la norme au carré de la somme des lambda k uk est majorée par la somme des carrés des uk multipliés par la somme des carrés des normes de uk. Puis ensuite, en déduire que sous cette condition, la famille qu'on récupère ici est une base orthonormée de l'espace vectoriel E. Ce qui veut donc dire concrètement que quand on bouge un tout petit peu les vecteurs d'une base orthonormée, eh bien on perd évidemment le statut d'être d'une base orthonormée, mais par contre on garde le statut d'être une base. Si vous ne perturbez pas trop les vecteurs UI, la perturbation devant être mesurée par ce terme-ci. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut voir ce résultat. J'ai une base orthonormée. Si je bouge un tout petit peu les vecteurs, je garde au moins une base de E avec la condition qui est ici. Donc un exercice fort intéressant. Pour ça, on peut compter sur deux inégalités très importantes dans les espaces euclidiens. La première, vous la reconnaissez, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On dispose d'ailleurs du cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, puisqu'on sait que cette inégalité est une égalité lorsque x et y sont proportionnels. Et on dispose d'une autre inégalité, l'inégalité triangulaire, qui nous dit que la norme de la somme est majorée par la somme des normes. Alors c'est cette première inégalité triangulaire qui va recueillir mon attention, et pas l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Pourtant, la présence des carrés un petit peu partout nous indique que Cauchy-Schwarz est absolument incontournable. Je dis bien incontournable. Donc son heure viendra, mais il faut faire très attention au timing dans cet exercice, et bien voir que c'est peut-être l'inégalité triangulaire qu'on va utiliser en premier, plutôt que directement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ce que je vais déjà chercher à faire, c'est généraliser l'inégalité triangulaire. Plutôt que de l'avoir avec deux vecteurs, on va la généraliser avec n vecteurs sous la forme suivante. On va démontrer que la norme de la somme des vecteurs xi est majorée par la somme des normes des vecteurs xi. Et pour ça, on va faire un raisonnement par récurrence sur le nombre de vecteurs qui intervient dans cette famille. La propriété qu'on va démontrer par récurrence, c'est que pour tout vecteur x1, xn2, la norme de la somme est majorée par la somme des normes. Alors pour la propriété P de 1, il n'y a rien à démontrer, puisqu'on peut bien affirmer que pour tout vecteur x1 appartenant à E, eh bien la norme du vecteur x1 est égale à la norme du vecteur x1. Ici, le résultat est évident. Pour la propriété P de 2, il s'agit directement de l'inégalité triangulaire qu'on a vue en cours et qu'on a démontrée en cours. Donc là encore, on n'a rien à démontrer, même si ce résultat n'est pas directement évident. Pour l'hérédité, on va se donner un entier naturel supérieur ou égal à la dernière propriété qu'on a initialisée. On suppose la propriété P de n vraie, et on va démontrer la propriété au rang n plus 1. Pour ça, je vais me fixer n plus 1 vecteurs, les vecteurs de x1 jusqu'à xn, des vecteurs de E, et on va calculer la norme de la somme de ces vecteurs, de l'indice n jusqu'à l'indice n plus 1. Dans cette histoire, c'est toujours la même idée, on va décrocher le dernier wagon du train. Autrement dit, je vais mettre des parenthèses ici, et je vais appliquer la propriété P de 2 à deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est celui qui apparaît entre parenthèses, et le second vecteur, c'est le vecteur xn plus 1. Il ne nous reste maintenant plus qu'à appliquer la propriété P de n, puisque la norme de la somme de n vecteurs est en hypothèse plus petite que la somme des normes. Donc on utilise successivement la propriété P de 2 et la propriété P de n pour arriver à nos fins. La propriété P de 2, avec la somme des vecteurs de x1 jusqu'à xn et le vecteur xn plus 1, et la propriété P de n, qu'on applique enfin une fois qu'on a récupéré la somme de n vecteurs. On obtient donc directement que la propriété P de n plus 1 est bien vraie, ce qui permet de conclure la récurrence. Oralement, je dis que si on se donne n'importe quel entier naturel non nul et n'importe quelle famille de vecteurs de n vecteurs, on aura donc cette inégalité. Alors maintenant, passons à l'inégalité qu'on a à démontrer dans la question 1. On est maintenant armé. Alors pourquoi je ne vais pas penser directement à appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Pourquoi ça n'est pas possible ici? Puisque le produit scalaire qui est là, c'est le produit scalaire d'un vecteur par ce même vecteur. Or, pour avoir une majoration dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, il faut que les vecteurs soient pas collinaires, puisque si les vecteurs sont collinaires, dans ce cas-là, cette inégalité est une égalité. Donc Cauchy-Schwarz ici n'apporte strictement rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà appliquer la première inégalité triangulaire. Donc je me place dans les conditions de l'énoncé, et je commence par effectuer une première majoration, qui nous dit que la somme pour k variant de 1 à n des lambda k uk est majorée par la somme pour k variant entre 1 et n de la norme des lambda k uk. Ça, c'est l'inégalité triangulaire généralisée que je viens de démontrer. Ensuite, je vais utiliser les propriétés de la norme pour son homogénéité,
pour sortir le scalaire lambda k qui va sortir en valeur absolue. Maintenant, comme les nombres sont positifs, je peux passer au carré dans cette inégalité, et je récupère bien une inégalité dans le même sens, par croissance de la fonction carré sur l'ensemble des nombres réels positifs. Les deux termes sont bel et bien positifs, ce sont des normes. Et là maintenant, je vois quelque chose de très intéressant, puisque ce que j'obtiens, c'est la somme pour k variant entre 1 et n du produit de deux nombres réels. Or, si je me place dans l'espace Rn, muni du produit scalaire canonique, le terme qui est ici, je peux le voir comme le produit scalaire entre le vecteur de Rn, dont toutes les coordonnées sont égales à valeur absolue de lambda k, et le vecteur de Rn, dont toutes les coordonnées sont égales à la norme de uk. Ceci représente donc le produit scalaire entre ces deux vecteurs au carré. Donc là, c'est comme si je prenais comme vecteur A le vecteur dont ses composantes, c'est valeur absolue de lambda 1 exact jusqu'à valeur absolue de lambda n, et pour le vecteur B, le vecteur dont les composantes sont la norme de U1, etc. jusqu'à la norme de UN. Ce sont évidemment des vecteurs de Rn, puisque chacune des composantes est un nombre réel. Et ceci représente donc le produit scalaire usuel de Rn entre le vecteur A et le vecteur B. Si j'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz avec ce produit scalaire, non pas le produit scalaire de l'énoncé, mais le produit scalaire canonique de Rn, on obtient que le produit scalaire qui est ici est majoré par la norme du premier terme au carré, qui n'est autre que la somme pour k variant entre 1 et n des lambda k au carré multiplié par la norme du vecteur b au carré, qui n'est autre que la somme pour k variant entre 1 et n des normes de uk au carré. On a donc bien établi l'inégalité qui nous intéresse, puisque par inégalité triangulaire, j'ai déjà cette majoration, puis cette majoration en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz. On a donc bien établi cette inégalité pour n'importe quel scalaire lambda i et pour n'importe quelle famille de vecteurs ui, dans n'importe quel espace euclidien muni d'un produit scalaire. Pour la seconde question, fixons clairement l'objectif. L'objectif est de savoir si, en ajoutant à une base orthonormée des vecteurs ui, est-ce qu'on obtient une base de E, sous la condition que la somme de la norme des carrés des vecteurs ui est strictement plus petite que 1. Alors déjà, la première chose, c'est que si cette famille, je l'appelle f, on note tout de suite que le nombre de vecteurs de f est égal à n, qui correspond exactement à la dimension de notre espace vectoriel E. Par conséquent, grâce à cette information, on peut dire que la famille f est une base de E, à la condition nécessaire et suffisante que f soit une famille génératrice de E, ou que f soit une famille libre. Bon, ici, je vais préférer démontrer que cette famille est une famille libre. Pour démontrer qu'une famille est une famille libre, je vais revenir à la définition, et je vais me fixer des scalaires lambda 1, lambda n réels, des scalaires tels que lambda 1 u1 plus e1 plus lambda n un plus en est égal au vecteur nul de E. Donc je prends une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, l'objectif étant de démontrer que les scalaires de lambda i jusqu'à lambda n sont tous nuls. Alors comme je vois apparaître directement une combinaison linéaire des lambda i, je vais regrouper les lambda k uk entre eux, lorsque k varie entre 1 et n, et reconnaissant le vecteur qu'on a dans la première question, je vais isoler l'autre vecteur dans le membre de droite. Donc dans le membre de droite, on va retrouver la somme des lambda k ek, où k est compris entre 1 et n. Et ce que je vais faire, je vais utiliser l'inégalité précédente en calculant la norme de ce vecteur au carré. Et bien déjà, la norme de ce vecteur au carré, c'est égal à la norme au carré du vecteur qui est dans l'autre membre. Le facteur moins, ici, on peut l'éliminer, puisqu'on sait qu'un scalaire, quand il sort d'une norme, il sort en valeur absolue. Donc la valeur absolue de moins 1 étant égale à 1, on récupère cette relation-là. Or, ici, la famille des vecteurs ek est une base orthonormée. Quand on développe l'expression qui est ici, je vais le faire dans la partie droite, on va récupérer la somme pour k, L variant entre 1 et n, de lambda k lambda l multiplié par le produit scalaire de ek el. On a déjà fait ce développement ce matin. Or, comme la famille ici est une famille orthonormée, ceci est égal à delta kl, le symbole de Kronecker, si bien que ce qu'on récupère ici, c'est la somme pour k variant entre 1 et n des lambda k au carré. Puisqu'il n'y a que lorsque k est égal à l que ce terme n'est pas nul, dans ce cas-là il vaut 1, et dans ce cas-là l'expression totale vaut lambda k au carré. Moralité, ce terme-là se calcule directement. On obtient donc la norme de la somme pour k variant de 1 à n des lambda k uk au carré, est donc égale à la somme pour k variant entre 1 et n
des lambda k carrés. Seulement, cette expression-là, on a appris à la majorer dans la question précédente. On a vu donc que ce terme-là, et donc ce terme-là, puisque les deux sont égaux, est majoré par, justement, la somme pour k variant de 1 à n des lambda k carrés, multiplié par la somme pour k variant entre 1 et n des normes de uk au carré. C'est pas mal parce qu'on fait apparaître le même terme que le terme qui est ici, mais aussi la condition qu'on a dans l'énoncé. Or, si je suppose que la famille est liée, c'est-à-dire si je suppose que les lambda k sont non tous nuls, donc si les lambda k sont non tous nuls, dans ce cas-là, la somme qui est ici, c'est une somme de termes positifs, dont l'un au moins est strictement positif, puisque le carré d'un terme non nul est un terme strictement positif. Ce terme-là est donc strictement positif. Si maintenant cette inégalité, je la multiplie par l'inverse de ce nombre strictement positif, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer que 1 est supérieur ou égal à la somme pour k variant entre 1 et n de la norme des uk au carré. Ce qui est directement contradictoire, puisqu'on a supposé que la somme de ces normes au carré était plus petite que 1, et on vient de démontrer, en supposant que les lambda k sont non tous nuls, que cette somme est supérieure ou égale à 1. Donc, comme on aboutit ici à une absurdité, la supposition qu'on a faite est fausse, la supposition qu'on a faite, c'est celle-là. Moralité, on a supposé ici que les lambda k sont non tous nuls, on obtient donc la négation de cette propriété, eh bien, qui est qu'ils sont tous nuls. On vient donc bien de démontrer que tous les lambda k sont nuls, et donc que la famille qu'on a construite ici est une famille libre, et étant donné qu'elle a le bon cardinal, eh bien c'est bien une base de... Donc moralité, j'insiste bien sur l'interprétation géométrique, quand vous prenez une base orthonormée, si vous bougez un petit peu les vecteurs de cette base orthonormée, alors pas trop, le pas trop étant quantifié par cette relation-là, vous perdez le fait d'être une base orthonormée, bien sûr, l'orthogonalité est perdue, par contre vous conservez le fait d'être une base. C'est vraiment un très très joli exercice.